Donc aujourd'hui, le sujet que je vous propose, c'est de distinguer je suis blessé et je suis victime. C'est-à-dire que le choix du mot pour désigner une même situation prend une connotation très différente. Quand je dis je suis blessé, c'est qu'il y a eu un accident. Je me suis cogné, un arbre m'est tombé dessus et je suis blessé. Alors que si je dis, pour désigner le même fait, si je dis je suis victime, c'est que je pense que quelqu'un a eu l'intention de me blesser. Donc il y a forcément dans le choix du mot une connotation judiciaire. Mais il y a aussi une connotation culturelle, par exemple, je peux me faire agresser, je peux m'amputer de la vie, hein, si, en me sacrifiant. Donc je ne suis pas victime. Là, au contraire, en me sacrifiant, je me rapproche de Dieu, puisque je peux me sacrifier pour que vivre mon pays, je peux me sacrifier pour sauver mes enfants, je peux me sacrifier pour faire pleuvoir, comme on le faisait chez les Aztèques, où on arrachait le cœur d'enfants qui étaient élevés pour être sacrifiés et qui marchaient au sacrifice, paraît-il, avec un grand bonheur, parce qu'ils savaient que grâce à eux, il allait pleuvoir. Donc, un même fait peut donc être interprété, connoté d'une signification totalement différente, puisque si j'accepte le sacrifice, ça veut dire que je désire accéder à une transcendance. C'est pour ça que le sacrifice a une connotation religieuse, parce que je meurs pour que les autres vivent mieux, alors que l'héroïsme a une connotation aussi, non pas de transcendance, mais d'existence dans l'esprit des autres. Je veux être un héros dans l'esprit des autres, donc je suis prêt à mourir pour sauver mon groupe ou ma famille. Et puis, on accepte aussi de blesser des gens pour non pas les sacrifier, mais c'est le prix à payer, par exemple, c'est Moloch. Et en France, jusqu'à la loi sur la réduction de vitesse, il y avait tous les ans 13 000 morts et 40 à 50 000 mutilés à vie. Et on continuait à rouler à toute allure sans que des lois n'empêchent ce sacrifice. C'est un sacrifice au sens Moloch du terme, c'est-à-dire que Moloch, c'était cet homme à Dieu à tête de bœuf, à tête de taureau, qui mangeait des enfants pour ne pas manger le reste de la population. Donc on lui jetait des enfants dans la gueule de façon à sauver le reste de la population. C'est exactement ce qui se passait pour les accidents de voiture, où tous les ans, 13 000 personnes mouraient, et parmi les 40 000 mutilés à vie, il y avait 3 000 lobotomies tous les ans, et personne ne protestait, on disait, ben voilà, c'est le prix de la modernité. Or, beaucoup de gens, donc on voit que le même fait peut prendre des connotations signifiantes très différentes entre l'accident, la persécution, le sacrifice, ou même certains candidats politiques disent « je suis prêt à mourir pour vous sauver ». C'est une phrase que prononcent tous les candidats dictateurs. Votez pour moi, sinon c'est le chaos, mais moi je suis prêt à mourir pour vous sauver. Et dès qu'il est élu, bien sûr, il impose sa loi. Donc ça veut dire que le choix du mot est que surtout que l'événement, j'ai une jambe cassée, après coup peut prendre des significations totalement différentes. J'ai une jambe cassée, c'est un accident, on m'a cassé la jambe, j'ai accepté qu'on me casse la jambe pour sauver mon groupe. Donc, le mot victime a donc dans l'étymologie, c'est que c'est une créature vivante offerte aux dieux. Donc, il y a cette connotation de transcendance, de préjudice qu'il n'y a pas dans le mot « je suis blessé ». Or, on voit que lorsqu'il y a des accidents de la vie, des agressions sexuelles, des guerres, beaucoup de gens disent « je suis blessé » et d'autres disent « je suis victime ». Donc, c'est une manière, après coup, de présenter le même fait.
Donc, dans cette notion de transcendance, il y a une notion de spiritualité. Dans cette notion de persécution, il y a une notion de social. Donc, ça veut dire que si je suis victime, l'État est donc en charge de ma jambe cassée. Je suis victime parce que je suis soldat et qu'il m'a envoyé en première ligne, et donc j'ai reçu une balle, un éclat d'obus. C'est parce que l'État m'a envoyé en première ligne, c'est donc l'État, et on voit effectivement que après chaque guerre, l'État indemnise les blessés parce qu'il considère que ce sont des victimes, alors qu'il n'indemnise pas les jambes cassées. C'est les assurances sociales qui prennent en charge les soins, mais il n'y a pas d'indemnité pour un accident, alors qu'une jambe cassée au cours d'une guerre, il y a des dommages de guerre parce que c'est l'État qui est responsable. Alors, cette manière de poser le problème fait comprendre que la fracture, on va prendre la fracture pour avoir un raisonnement simple, hein, mais vous extrapolerez avec toutes les autres manières d'être blessé par la vie. Ça peut être sexuel, ça peut être affectif, ça peut être psychologique, ça peut être social, etc. Alors on va prendre l'exemple de la fracture. Le sens que prend la fracture dépend des conditions où c'est arrivé. Par exemple, si j'ai une jambe cassée, je suis éthiopien, j'ai une jambe cassée par un raciste, donc ça prend une signification de persécution. Alors que si j'ai la jambe cassée parce que j'ai couru trop vite et que j'ai glissé ou que je me suis pris les pieds dans le tapis, il n'y a pas de sens de persécution. Donc, s'il y a une connotation sociale, le racisme, qui naît dans les récits culturels, qui n'est pas dans les faits. Hein, la signification de la race dépend de la verbalité. On dit parce qu'ils ont la peau noire, donc il y a une race noire, parce qu'il y a un déterminant génétique. Alors oui, il y a un déterminant génétique pour la peau noire, et certains parlent de race noire. Aux États-Unis, on parle encore aujourd'hui de race noire. Or, il y a un déterminant génétique pour la calvitie, et personne ne parle de la race des chauves. Et pourtant, il y a un déterminant génétique aussi. Donc c'est le récit qui désigne ce qu'est une race, et alors là, il peut y avoir toutes les races qu'on peut imaginer, puisque c'est des mots, c'est un récit. Mais si je me fracture la jambe, je prends l'exemple de l'Éthiopien parce que, je ne sais pas si vous l'avez vu à Mons, mais quand il y a eu l'attentat du Bataclan, il y avait des enfants qui avaient très peur, et un Éthiopien, avec une agilité incroyable, a grimpé sur le mur, s'est penché vers l'enfant qui était seul sur un balcon, a attrapé l'enfant et est redescendu alors que le mur était à peu près lisse. Donc il avait fait un exploit physique pour sauver cet enfant. Or, imaginons qu'il soit tombé et qu'il se soit cassé la jambe. On aurait dit il a sacrifié sa jambe pour sauver un enfant, et il aurait eu droit à toutes les légions d'honneur qu'on peut imaginer, et peut-être même à une indemnité, je ne sais pas, mais en tout cas, le récit social, il aurait été honoré par le récit social. Je ne sais pas si vous en avez parlé en Belgique, mais il y a eu le gendarme Beltrame, qui s'est fait égorger parce qu'il s'est offert en otage à Nice, près à Trèbes, pardon, c'est près de Montpellier. Il s'est offert en otage pour que le terroriste lâche une femme enceinte, libère une femme enceinte. Donc la femme enceinte est partie et le gendarme a été pris en otage, et le terroriste lui a envoyé un coup de cutter dans la gorge, et il a été égorgé et il est mort. Or, il est mort en héros, et c'est-à-dire qu'il a eu droit à la Légion d'honneur, il a eu droit à un enterrement, une reconnaissance nationale, mais c'était plus un accident, c'était vraiment un héros. Il s'est sacrifié pour que cette femme et son bébé puissent vivre. Donc, on voit que c'est cette connotation sociale, c'est cette connotation dans le récit qui modifie la signification de la fracture de la jambe, puisque c'est l'exemple trivial que j'ai pris. Mais ça dépend aussi beaucoup des récits sociaux.
Par exemple, il y a des gens qui, pendant les guerres, sont des héros, ou même en temps de paix, qui sont des héros, ils font des actes héroïques, ils sauvent des gens, ils risquent leur vie pour sauver des gens, mais personne ne le sait. Donc ils ne seront jamais héroïsés. À l'inverse, il y a des gens qui sont héroïsés pour un geste banal que des milliers d'hommes et de femmes font toujours dans la vie quotidienne, mais dont personne ne parle. Donc, ils ne seront pas héroïsés, ils ont été héros, mais ils ne sont pas héroïsés. Alors, on voit que cette notion de victime et d'héroïsation et de sacrifice, bien sûr, côtoie la mort, et qu'il faut triompher de la mort pour se prétendre victime ou pour se prétendre héros. La victime a donc côtoyé la mort, le héros a donc pas forcément survécu la mort, mais il a côtoyé la mort, et beaucoup de soldats, par exemple, sont héroïsés après leur mort. Mais ils sont héroïsés, ils ne sont pas victimes, ils sont héroïsés parce qu'ils ont accepté de mourir pour nous sauver. Or, c'est la définition que je viens de vous proposer, c'est-à-dire côtoyer la mort, et parfois, si on est mort, eh bien, on est héroïsé après la mort, c'est donc un récit qui nous héroïse, et si on revient après avoir côtoyé la mort, on est initié. Or, il se trouve qu'il n'y a pas une seule culture qui n'ait pas fait d'initiation. Toutes les cultures mettent en jeu, mettent en danger les adolescents de façon à pouvoir leur donner la parole d'un jeune adulte. Tu as 13 ans, 12 ans, tais-toi, tu es encore un enfant, tu ne sais pas ce que tu dis. Tu as 13, 14, 15 ans, tu n'es plus un enfant, tu n'es pas encore un adulte, on ne sait pas comment te parler, alors on va te mettre dans une situation qui côtoie la mort, on va t'envoyer dans la forêt, où il y a des sorciers, il y a des mauvais esprits, il y a des lions qui vont vouloir te manger, mais on va te dire les formules magiques qui vont te permettre d'être plus fort que la mort. Alors, donc la culture entoure le jeune, il a peur, il danse, il récite les formules magiques ou les chants magiques, et il revient, le matin, il n'est pas mort. Donc on a la preuve qu'il a chassé les mauvais esprits, on a la preuve qu'il a été plus fort que la mort, plus fort que le lion. Désormais, tu es initié, ta parole est celle d'un jeune adulte, on écoute ce que tu nous dis. Donc on voit que toutes les cultures ont inventé des rituels d'accueil des jeunes qu'il faut différencier des rituels sadiques. En France, Ségolène Royal a interdit les rituels sadiques qui existent encore, et généralement c'est les rituels humiliants ou des rituels sexuels, qui sont souvent d'ailleurs des rituels sexuels humiliants aussi. Donc ça, c'est des rituels sadiques que la loi interdit, qui sont encore pratiqués, alors qu'il y a des rituels d'accueil, tu dois avoir peur. Alors on peut inventer des tas d'autres rituels d'accueil. Par exemple, quand j'étais interne, il fallait qu'on fasse une soirée, pour être accueilli par les vieux internes, il fallait qu'on fasse une soirée théâtrale où on devait faire des pitres, chanter, donc on stressait, on avait peur et on surmontait le chant, on surmontait l'épreuve qui nous avait fait peur, et désormais on faisait partie des internes, on avait le droit de dire ce qu'on pensait. Mais c'était un rituel d'accueil, c'était pas du tout un rituel sadique, même si, je le redis, de temps en temps, quelques-uns en profitaient pour faire une initiation sadique. Or, on voit que très souvent, les cultures inventent des initiations par un acte sexuel. Or, chez les Grecs, c'était un homme âgé qui avait une relation sexuelle avec un jeune préadolescent. Et personne ne pensait que c'était un rituel sadique, personne ne pensait que c'était un rituel homosexuel, puisque ensuite, le jeune initié retournait à ses tendances naturelles, c'est-à-dire la plupart du temps hétérosexuelles. Chez les femmes, ce rituel était remplacé par la virginité. Socialement, on disait mademoiselle et madame. Et cette désignation différente désignait un statut sexuel différent. Une mademoiselle, théoriquement, n'avait pas le droit d'avoir de relations sexuelles, puisque une madame avait le droit, le regard social, la société lui donnait le droit
d'avoir des relations sexuelles et de mettre au monde des enfants. Donc on voit que tout ça, ça fait partie, un même acte peut prendre des tas de significations différentes, et notamment, il y a des gestes sexuels ou des gestes verbaux qui sont tabous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne peut ni les faire, ni même en parler, parce que en parler, c'est un sacrilège. Et on voit actuellement avec l'affaire du Duhamel, à quel point, moi, je pense qu'on parle tragiquement mal de ce problème terrifiant et passionnant qu'on appelle l'inceste, parce que les gens sont débordés d'émotions et on n'arrive pas à poser le problème clairement. Qu'est-ce que c'est que ce problème qui fait qu'un acte biologiquement possible, psychologiquement insupportable, est vigoureusement interdit par la société? On ne fait pas ça pour la nourriture, on ne fait pas ça pour l'oxygène, on fait pas ça. On ne fait ça que pour la sexualité. Donc ça pose un problème passionnant parce que la sexualité structure la société et que donc il faut la faire selon les codes définis par la société. Et si ça se passe en dehors de ces codes, c'est une transgression majeure alors qu'elle a été biologiquement possible. Donc le sens qu'on attribue au fait modifie la manière dont on ressent le fait.